En vue de la rentrée des écoles scientifiques, session de formation au profit des enseignants, ils sont réunis à Zignaré depuis ce 9 septembre. Ce renforcement de capacité initiative du ministère en charge de l'Éducation nationale va s'étendre sur une semaine. Deuxième recensement général de l'agriculture. L'opération a débuté hier à Goncé, dans la commune de Koubri. Les ministres en charge de l'agriculture et des ressources animales étaient sur place pour le lancement de ces activités. Et puis enfin, législative au Maroc, le parti islamiste à la tête du gouvernement s'écroule. De 125 sièges occupés, le parti est passé à seulement 12 et ces sièges perdus ont été gagnés par des partis libéraux. Ces législatives au Maroc ont enregistré plus de 50% de taux de participation. Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal. Depuis hier jusqu'au 15 septembre prochain, session de renforcement de capacité au profit des enseignants des écoles scientifiques. Cet atelier qui a lieu à Zignaré est une forme de préparation de la rentrée donc des écoles dans les écoles scientifiques. Cette année, 2 structures ont été créées afin de préparer les élèves à intégrer les grandes écoles d'une part et d'autre part pour la formation d'enseignants agréés donc du secondaire. Abdoulhamini. Désormais, les bacheliers de séries scientifiques passeront par des classes préparatoires avant d'accéder aux grandes écoles, à savoir le lycée scientifique national de Ouagadougou et celui de Bobo-Dioulasso. Un centre de préparation à l'agrégation de l'enseignement secondaire a aussi été mis en place et affilié à l'école normale supérieure de Koudougou. Et cela en vue de former des enseignants d'élite. Le présent atelier vise à renforcer les capacités des enseignants identifiés pour la formation des élèves dans ces classes préparatoires. Nous avons décidé de créer 2 centres de préparation à côté des grands lycées scientifiques que nous avons, celui du lycée scientifique national de Ouagadougou et celui de Bobo, pour que on donne la chance à des élèves admis au baccalauréat série C, D, E, de très bon niveau, de pouvoir passer 2 ans, se préparer pour ensuite entrer pour, on va dire, une bonne partie dans les grandes écoles, pour devenir des ingénieurs et contribuer au développement de leur pays ou du monde entier. La philosophie de l'enseignement qui doit être développée dans les centres de préparation, d'entrée aux grandes écoles, les CPGE, n'est pas la même que celle qui est dispensée dans les universités ou au lycée. Et donc il était bon que des experts puissent mettre donc, à niveau tout ce que nous avons identifié comme potentiel intervenant dans ces centres-là. Le ministère en charge de l'Éducation nationale, qui s'est vu attribuer la gestion de la formation scientifique, estime donc qu'à court terme, le système éducatif burkinabé se dotera d'enseignants capables d'intervenir dans les lycées scientifiques et dans les classes préparatoires aux grandes écoles. L'école normale supérieure de Koudougou, conformément donc au statut particulier du métier éducation, formation et promotion de l'emploi que nous avons adopté en 2020, formera à partir de cette année des agrégés de l'enseignement secondaire. Et ces agrégés-là sont des enseignants d'élite qui vont intervenir dans les lycées scientifiques, qui vont intervenir dans des centres de préparation à l'agrégation ou dans des centres de préparation aux grandes écoles. Les domaines concernés par les classes préparatoires sont entre autres le génie civil, l'aéronautique et la nanotechnologie. La rentrée est prévue pour le 20 septembre prochain. 96 élèves sont affectés dans les lycées scientifiques de Ouagadougou et de Bobo-Dioulasso et 60 effectueront leur entrée dans les classes préparatoires à l'école normale supérieure de Koudougou pour l'agrégation. Je vous en parlais en titre, lancement à Goncé dans la commune de Koubri du 2e recensement général de l'agriculture. Le ministre en charge de ce département et celui des ressources animales sur place ont indiqué l'objectif de ce recensement, faire connaître l'opération et engager officiellement les activités de collecte des données dans le domaine de l'agriculture qui contribuent à 33% au produit intérieur brut PIB du Burkina. Michael Touré. Et de nous avoir effectivement
À travers une tablette, l'agent recenseur du ministère de l'Agriculture pose des questions à Seydou Nana, agriculteur dans le village de Gonsé, dans la commune rurale de Koubri. Ces questions sont essentiellement liées à son activité d'agriculture sur ces 5 hectares, composés de 2 hectares de tangelo, 0,5 hectares de maïs et 0,5 hectares de niébé. Un exercice qui entre dans le cadre du lancement officiel du 2e recensement général de l'agriculture. Objectif pour le ministre Salif Ouedraogo, ce recensement général de l'agriculture permettra de disposer de données fiables sur la pratique de l'agriculture au Burkina Faso. Quand on dit recensement général de l'agriculture, c'est de l'agriculture grand A. Mais ça va prendre en compte l'agriculture en tant qu'agriculture, ça va prendre en compte l'élevage, ça va prendre en compte l'agroforesterie, la pêche, l'aquaculture. Donc ce qui fait que nous allons mettre des bases, ce qui va nous permettre à chaque fois de savoir et au niveau de telle zone, quel est le nombre de producteurs, qu'est-ce qu'ils font, quelle est leur problématique et comment on doit actionner les politiques pour vraiment améliorer les systèmes de production. Le premier recensement général de l'agriculture est intervenu entre 2005 et 2006, des données estimées aujourd'hui en déphasage avec la réalité du terrain. Il est donc nécessaire à travers ce 2e recensement général de l'agriculture d'actualiser les données. On devait faire le recensement à partir de 2020. Mais aujourd'hui, nous avons en 2021, nous allons le lancer et cela va nous permettre de pouvoir avoir des sites de sondage qui nous permettent à chaque fois de suivre l'évolution statistique au niveau du pays. Le recensement général de l'agriculture qui doit nous permettre de pouvoir mieux concevoir nos politiques, mieux suivre nos politiques, mieux les évaluer et surtout permettre de savoir quel est le niveau de pauvreté, le genre et quel est le niveau d'insécurité alimentaire ou bien de sécurité alimentaire au niveau du pays. Qu'un producteur au niveau du Burkina Faso sur le terrain ne doit déboucher aucun franc pour ce recensement. Nous avons des enquêteurs qui doivent se balader pour faire l'enquête, qui sont pris en charge et ce que nous voulons seulement des données fiables. Ce recensement général de l'agriculture bénéficie d'un appui financier et technique de la FAO, Fonds des Nations Unies pour l'agriculture et l'alimentation et la Banque mondiale. Ce recensement va s'étaler sur une période de 3 ans pour un budget estimé à un peu plus de 7 milliards de francs CFA. Lancement également ce 9 septembre de la phase générale d'opérationnalisation de la déclaration d'intérêt et de patrimoine en ligne. L'autorité supérieure de contrôle d'État et de lutte contre la corruption qui a mis en place cette infrastructure informatique a bénéficié dans ce cadre de l'accompagnement de la Banque mondiale. Le projet se concrétise après 3 ans de travaux. On en parle avec Yassine Saoudgo. La plateforme électronique devant permettre aux assujettis de satisfaire la déclaration d'intérêt et de patrimoine en ligne est désormais opérationnel. Un projet qui fait suite à l'adoption de la loi 033-2018 par l'Assemblée nationale le 26 juillet 2018. Et sa concrétisation a été effective grâce à l'autorité supérieure de contrôle d'État et de lutte contre la corruption, ASELC. C'est de dire ce que vous possédez en termes de biens immobiliers, de biens mobiliers, de passifs, c'est-à-dire le patrimoine calculé en termes d'actifs et de passifs. Et l'intérêt, c'est le fait que vous exercez des fonctions publiques. Et en exerçant des fonctions publiques, il se peut que vous ayez des fonctions privées qui soient incompatibles avec les fonctions publiques. Donc, qui vous exposent à devoir favoriser, à agir de façon subjective. Donc, vous devez signaler cela pour que l'on puisse voir s'il n'y a pas de contrariété, d'incompatibilité dans l'exercice de vos fonctions. Cette vision naît de la volonté du gouvernement et mise en exécution par l'autorité supérieure de contrôle d'État et de lutte contre la corruption concernant tous ceux dont la position peut être source de trafic d'influence. Tous ceux qui sont concernés, ce sont ceux du domaine judiciaire, les fonctionnaires, les cadres des différentes administrations civiles et militaires,
les maires, leurs adjoints et ceux qui sont dans les commissions d'attribution de parcelles, les personnels qui travaillent aux frontières, il y a une liste très importante. Même les inspecteurs du permis de conduire doivent faire leur déclaration d'intérêt et de patrimoine. Donc, c'est la définition de la corruption au sens large du terme. Ce n'est pas seulement ceux qui gèrent de l'argent, c'est aussi ceux dont la position peut être source de trafic d'influence, de concussion, de népotisme ou de clientélisme. L'opérationnalisation de cette plateforme a reçu l'accompagnement de la Banque mondiale. Selon sa représentante résidente au Burkina Faso, elle peut être d'un grand apport dans la lutte contre la corruption. On pense qu'en opérationnalisant tout cela, ça pourrait être un jalon important de résultats dans cette lutte contre la corruption et également d'opérationnalisation aussi des nouvelles fonctions de l'ASCE. Il faudrait aussi noter que c'est avec cette loi que les responsabilités de l'ASCE ont été élargies à tout ce qui est lutte contre la corruption et à tout ce qui est investigation pour aller au-delà de juste faire un audit et de constater les anomalies, mais de pouvoir impacter réellement pour faire en sorte qu'il y ait une utilisation optimale des ressources publiques. Donc c'est vraiment un grand pas dans cette lutte, dans cette promotion pour la gouvernance vertueuse et dans cette lutte contre la fraude et la corruption. L'autorité supérieure de contrôle d'État et de lutte contre la corruption, ASELC, ayant fait sa part de responsabilité, compte sur les citoyens pour rendre vivante cette plateforme électronique de déclaration d'intérêt et de patrimoine afin qu'elle atteigne le but poursuivi qui est de garantir l'intégrité des serviteurs de l'État et affermir la confiance du public envers les institutions. L'Agence nationale des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique ANERE a outillé les candidats retenus lors de l'appel à soumission d'idées de projets solaires du 6 au 9 septembre dernier. Ces jeunes porteurs de projets innovants dans le domaine du solaire et de l'énergie ont bénéficié donc d'une formation à Ouagadougou. Cette activité entre dans le cadre du projet d'appui à la compétitivité de l'Afrique de l'Ouest, en abrégé PACO. Image avec Abdoulaye Migné. Ce sont 9 candidats sélectionnés à l'issue de l'appel à soumission d'idées de projets solaires qui verront leurs capacités renforcées au cours de ces 4 jours de formation. L'objectif est de leur donner les rudiments nécessaires pour la concrétisation de leurs idées. La mise en œuvre de ces projets sélectionnés devra impacter positivement la vie des populations, surtout en milieu rural. D'abord, c'est une initiative de l'Union européenne pour les 15 pays de la CEDEAO plus la Mauritanie, donc ça fait 16 pays. Et par pays, il finance des secteurs porteurs tels que l'énergie et le secteur du miel et de l'huile, particulièrement au Burkina, ce qui se fait. Donc, cet accompagnement au niveau de l'ANERE concerne le volet solaire. Et dans ce contexte-là, ils ont prévu en tout cas l'activité telle qu'on l'a présentée ce matin, les guichets solaires. C'est pour accompagner déjà des projets, et des idées de projets, pour accompagner ces gens-là à la maturation et puis les accompagner pour les recherches de financement. Il y a d'autres qui sont dans les produits ménagers et autres. Donc c'est pour que ces gens qui vont être bénéficiaires de ces projets-là puissent les utiliser et les vendre aux ménages de façon accessible. Pour que, en tout cas, ceux qui se trouvent dans des localités où ils n'ont pas accès à l'énergie puissent vraiment pouvoir utiliser des appareils avec le produit solaire. De manière pratique, la formation prend en compte les connaissances sur le système photovoltaïque, installation du système solaire et sa maintenance. Des modules qui permettront aux bénéficiaires de mettre en œuvre leurs projets de manière efficace. Nous sommes là pour renforcer les capacités de ces 9-là pour que ces projets soient bien étudiés et arrivés à maturation. Et les modules qui ont été retenus sont les modules que les 9 ont souhaité qu'on les forme. Donc ces modules, comme je disais tout de suite, vont porter sur la généralité sur le système solaire, le dimensionnement, la maintenance et le développement des projets. Notons que le guichet projet solaire, initiateur de cette formation, est mis en place par le projet d'appui à la compétitivité de l'Afrique de l'Ouest PACAO, financé par l'Union européenne au Burkina Faso à hauteur de plus de 4 milliards de francs CFA. Pour le directeur de l'encadrement de l'ANERE,
D'autres phases de sélection et de formation suivront cette première édition. L'actualité sportive à présent, nous débutons par la Coupe de la Confédération africaine de football. L'ASFA Yenega, déjà qualifiée, est en ce moment au Maroc pour le compte du premier tour des préliminaires. L'équipe va affronter le FC San Pedro de Côte d'Ivoire ce dimanche 12 septembre. Et avant la rencontre, l'image de l'entraînement ce mercredi au grand stade de la capitale marocaine avec Assami Touré. C'est ici au complexe sportif le Grand Stade de Marrakech où les étalons de Burkina Faso ont joué leurs 2 matchs des éliminatoires de la Coupe du Monde Russie 2022 que l'ASFA Yenega recevra le FC San Pedro pour son entrée en matière des préliminaires de la Coupe de la Confédération africaine de football. Arrivé ce mercredi dans l'après-midi à Marrakech, nous avons assisté à la première séance d'entraînement de l'ASFA Yenega. Ambiance bon enfant à 48 heures de la rencontre. Bon, d'abord, on a vérifié si on a récupéré, parce qu'on a fait un voyage hier. Il fallait d'abord vérifier par rapport au test athlétique si les gars avaient bien récupéré. Et deuxièmement, il fallait voir un peu par rapport à la physiologie. Bon, ils savent un peu de quoi je parle, par rapport à la physiologie, comment les gens s'adaptent à l'air méditerranéen. Voilà, on a choisi cet entraînement à l'heure de la rencontre. Voilà, pour qu'on puisse avoir cette réalité-là et déjà s'adapter. L'objectif de cette rencontre est d'obtenir une victoire avant de s'envoler pour la Côte d'Ivoire en vue du match retour prévu se jouer au stade Robert Champrou de Marcory. Les joueurs en sont conscients. Et à Marrakech, l'objectif c'est de gagner, forcément gagner parce que c'est comme si on jouait au Burkina Faso parce que c'est nous qui recevons donc il nous faut les 3 points. Voilà, il nous faut les 3 points. Il faut gagner ici et puis aller négocier même sur le match nul en Côte d'Ivoire. Pourquoi pas aller gagner là-bas encore. Mais ici à Marrakech, il nous faut la victoire, forcément la victoire. Oui, on est conscient. On est conscient parce que c'est à cause de ça qu'on est ici. C'est vrai, on ne joue pas chez nous. Mais à Marrakech, on reçoit ici, c'est comme si on joue chez nous. Donc on se sent bien. Déjà depuis hier, vous étiez avec nous. Le groupe, il y a de l'ambiance. Donc je pense, comme je l'ai dit, la famille, c'est la famille. Donc avec ça, je pense qu'on va passer ce premier tour. Et ce premier tour, ça commence à la première manche le dimanche. Retour à Ouagadougou, 33e édition du Tour du Faso. Le comité national d'organisation installé il y a quelques semaines a tenu sa toute première conférence de presse ce mercredi. Pour cette nouvelle aventure, le comité a intégré une course cycliste au féminin. Le circuit de parcours des cyclistes a été dévoilé. Image avec Yassam Sawadgo. Après le rendez-vous manqué de 2020 en raison de la maladie à coronavirus, le Tour du Faso est de retour. Face à la presse, le comité national d'organisation installé le 10 août dernier a dévoilé ce mercredi le circuit de cette 33e édition qui se tiendra du 29 octobre au 7 novembre 2021. Les cyclistes d'Afrique et d'ailleurs seront à nouveau sur les routes du Faso. Cette édition, nous la voulons l'une des plus réussies. En effet, malgré le contexte national, sécuritaire et sanitaire difficile, le Burkina Faso doit réussir son tour pour montrer la résilience de notre peuple face aux défis actuels. C'est ainsi que le comité national d'organisation, depuis son installation le 10 août dernier, par M. le ministre des Sports et des Loisirs, est à pied d'œuvre. Ce sont au total 10 régions qui seront traversées par les coureurs à ce 33e tour sur une distance de plus de 2000 km. On aura au total une distance de course de 1273 km, une distance de transbordement de 849 km, soit une distance totale de 2122 km 200. Au cours de cette 33e édition, 10 régions seront traversées. Nous aurons la région des Cascades, chef-lieu Banfoura, la région des Hauts-Bassins, chef-lieu Bobo, la région de la Boucle du Mouhoun, chef-lieu de Dougou, la région du centre-ouest, chef-lieu Koudgou, la région du nord, chef-lieu Wayouya, la région du centre-nord, chef-lieu Kaya, la région du centre-est, chef-lieu Tinkodgo, le plateau central, chef-lieu Zignaré, le centre-sud, chef-lieu Manga, et le centre
qui est Ouagadougou. Le Tour du Faso connaîtra une particularité cette année selon le comité d'organisation. Il s'agit du Tour féminin international du Faso, une volonté du gouvernement pour promouvoir le cyclisme féminin. L'innovation majeure de cette 33e édition est la délocalisation de la présentation des équipes dans la région des Cascades. Cela en vue de promouvoir et valoriser nos sites touristiques. La seconde innovation est que 2021 connaîtra la première édition de la course féminine dénommée Tour féminin international du Faso, sous le thème Femmes, sport et paix universelle. À cet effet, des courses féminines seront organisées au niveau des étapes de Dédougou, Tinkorgo et Ouagadougou. 9 pays ont déjà confirmé leur participation à cette première édition, née de la volonté du gouvernement de promouvoir le cyclisme féminin. Selon le comité national d'organisation, 13 pays sont attendus à ce 33e Tour du Faso, à savoir la Côte d'Ivoire, le Cameroun, le Bénin, la République démocratique du Congo, le Mali, le Maroc, l'Afrique du Sud, l'Algérie, la France, la Hollande, la Suisse, l'Allemagne et la Belgique. Et dans le reste de l'actualité au Mali, en vue des prochaines assises nationales de la refondation et de la mise en place de l'organe unique de gestion des élections, une rencontre entre le ministre de la refondation de l'État et les organisations de la société civile. Ces organisations de la société civile qui ont des avis différents sur la question. Le point de la rencontre avec notre correspondant Bourema Soulo. Tout au long de la rencontre avec le ministre Ibrahim Ikassa Maïga, les points de vue ont été différents jusqu'au bout. Les organisations de la société civile sortent divisées sur les deux questions de l'actualité, à savoir la mise en place de l'organe unique de gestion des élections et l'organisation des assises nationales de la refondation. La CEMA, signataire de l'accord de paix, a d'ailleurs tout de suite conditionné sa participation. Pour ce qui est de la CEMA par rapport aux assises, nous avons des questions, mais nous avons aussi un cadre de relations avec les autorités actuelles, à travers le ministre de la Réconciliation, qui n'est pas là malheureusement. Peut-être qu'il serait préférable que ce département soit associé pour que aussi on sache dans quelles conditions on pourrait discuter notre participation. Ce ne sont pas des conditions de type genre tranché, mais le plus important pour nous, c'est d'assurer qu'il y a des acquis qui sont préservés. Et beaucoup de gens parlent de lecture, de mise en œuvre intelligente, de lecture intelligente. Mais l'accord lui-même prévoit les mécanismes et les process de sa lecture. Si on reste à ces mécanismes et à ces process, voilà qu'il y a un acquis. De son côté, l'Association des femmes leaders du Mali appelle à aller à l'essentiel pour parler de l'organisation des élections générales dans les délais. Nos préoccupations, c'est la sécurité. Le pays, à 90%, est sous tutelle. Comment on va aller aux assises ? Comment ils vont faire aujourd'hui pour écouter la population de Dogofri? Les gens ne mangent pas. Ils sont là dans un village encerclés pendant combien de mois? Et on nous parle d'assises nationales. Les membres de la plateforme, groupe pro-gouvernemental, signataires aussi de l'accord de paix, optent pour la prolongation de la transition pour mener à bien les réformes étatiques engagées. Et j'ai dit, les transitions même savent très bien. Ils savent très bien que des 18 mois ne peuvent pas régler les problèmes et faire des élections. Donc il faut qu'on s'est mis ensemble d'avoir des prolongations pour qu'au moins on peut faire des élections par ensemble qui est mieux pour le Mali, qui peut nous mettre vraiment ensemble pour que les soucis du Mali soient finis. Sinon, en 18 mois, on ne peut pas régler les problèmes. Alors que Bamako penserait à une prolongation de la transition, en visite d'évaluation du processus qui doit s'achever dans 6 mois, la CEDEAO a appelé les autorités à respecter les délais. Et puis enfin, les législatives au Maroc, le parti islamiste à la tête du gouvernement depuis une décennie a perdu plus d'une centaine de sièges sur les 125 dont il disposait. Tous ces sièges perdus sont allés aux partis libéraux considérés comme proches du palais royal. Selon les résultats provisoires annoncés ce jeudi, le taux de participation de ces élections législatives au Maroc sont de près de 51%. Au Maroc, les électeurs ont dit stop au parti islamiste modéré au pouvoir depuis 10 ans. Avec seulement 12 sièges contre 125 jusque-là, le PJD subit une spectaculaire déroute et ce sont les partis libéraux qui en profitent. Le Rassemblement national des indépendants obtient 97 sièges.
Ces résultats prouvent que les Marocains d'aujourd'hui veulent le changement et veulent une alternative. Et nous pensons que le RNI est cette alternative, étant donné le programme électoral qu'il a présenté aux citoyens et qui a trouvé un bon écho auprès d'eux pendant la campagne électorale. Le plus ancien parti du Maroc, le parti de l'Istiklal, de centre droit, double quasiment son nombre de députés avec 78 sièges. En deuxième position, la principale formation de l'opposition, le PAM, rafle 82 sièges. Nos résultats sont très prometteurs car nous avons un parti qui vient de surmonter ses difficultés d'organisation et qui a quand même pu gagner la deuxième place. Nous considérons cela comme un succès pour la démocratie au Maroc et un succès pour nos valeurs nationales et le modèle marocain. C'est pourquoi je souhaite bonne chance à celui qui va être aux commandes. C'est donc le RNI, arrivé en tête, qui sera chargé par le roi de former un gouvernement. À noter enfin la participation encourageante, 10% plus haute que lors des dernières législatives, à 53%. Et voilà pour ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite un excellent week-end déjà. Je vous retrouve demain 13h. Portez-vous bien.